Bienvenue à The Debate. Aujourd'hui, notre discussion plonge au cœur d'une des plus grandes fractures intellectuelles du XXe siècle en France, celle qui a opposé les penseurs face à la guerre d'Algérie. Oui, un sujet qui reste absolument brûlant. On va se poser la question suivante. Est-ce que l'engagement radical en faveur de la révolution algérienne, celui incarné par une figure comme Jean-Paul Sartre, était un impératif moral absolu, ou si, au contraire, c'était une dérive idéologique qui a sacrifié, disons, la complexité humaine et une certaine idée de la justice, une position qui serait alors plus proche de celle très tourmentée d'Albert Camus. Exactement. Je défendrai l'idée que, face à la violence structurelle systémique du colonialisme, l'engagement total aux côtés des opprimés n'était pas un choix parmi d'autres, c'était en fait la seule position éthiquement tenable. Et de mon côté, je soutiendrai que cette vision, aussi généreuse soit-elle dans son intention, a mené à une forme de faillite morale. En justifiant la violence aveugle et en adoptant une vision binaire du conflit, elle a au fond trahi la mission première de l'intellectuel, chercher la vérité même quand elle dérange tout le monde. Alors, commençons. Ma position s'ancre dans le concept sartrien d'engagement. Pour Sartre, l'intellectuel ne peut pas, ne doit pas être un simple observateur. Face à l'injustice, la neutralité est une illusion. C'est une complicité passive avec l'oppresseur. Il a théorisé ça bien avant la guerre d'Algérie, mais ce conflit en est devenu l'application la plus radicale. Et comment ça s'est manifesté concrètement, au-delà du concept philosophique? Eh bien, d'abord par l'analyse. Dès 1956, dans un article célèbre des temps modernes, il écrit « Le colonialisme est un système. Ce n'est pas un accident, pas une série d'erreurs, mais une machine organisée pour exploiter et déshumaniser. » Une fois ce diagnostic posé, l'engagement ne pouvait plus être seulement théorique. C'est devenu une action, et une action risquée. Je pense bien sûr au soutien actif au FLN via le réseau Janson. Les porteurs de valises, c'est ça? C'est un point crucial. C'est ça exactement, c'était un réseau clandestin de militants français mené par le philosophe Francis Janson qui était un proche de Sartre. Ils aidaient le FLN en France en transportant des fonds, des faux papiers, bref, ils risquaient des années de prison. Et puis le point culminant, c'est la signature du manifeste des 121 en 1960, qui affirmait le droit à l'insoumission. Une bombe. Mais le point le plus vertigineux philosophiquement, c'est sa préface aux Damnés de la Terre de Frantz Fanon. Là, il va jusqu'au bout de sa logique. La violence du colonisé n'est pas juste une tactique, c'est une contre-violence nécessaire, un moyen de se réapproprier son humanité volée, un acte presque existentiel de libération. Je vois parfaitement la cohérence, presque glaciale, de cette position. Mais c'est là que j'y oppose une perspective radicalement différente, celle inspirée par Camus. Lui aussi a dénoncé le système colonial, et il l'a fait bien avant Sartre d'ailleurs. Mais sa réponse était tout autre. Pour Camus, l'injustice d'une situation ne donne pas un blanc-seing moral pour commettre d'autres injustices. Son approche n'était pas celle d'un philosophe dans son bureau à Paris. Vous faites référence à ses origines de pied noir. Exactement. Il est né en Algérie, sa mère, presque analphabète, y vivait toujours. Il avait une compréhension charnelle, intime, de la tragédie qui se jouait. Il ne voyait pas des concepts le colonisateur, le colonisé. Il voyait des gens. Des Arabes, des Berbères, des Français d'Algérie, tous pris dans un engrenage de haine. C'est pour ça qu'il a toujours refusé de choisir un camp contre un autre. Et ça lui a valu d'être haï par les deux bords. Dans ses chroniques algériennes, il condamne avec la même force la torture de l'armée française et les attentats du FLN qui tuaient des civils innocents. Son grand projet, ce fut l'appel à une trêve civile en 1956. Une initiative qui a échoué, malheureusement. Oui, un échec tragique. Mais l'idée était moralement essentielle. Sanctuariser les civils. Dire que quelle que soit la cause, on ne tue pas des innocents. C'est ce qui éclaire sa fameuse phrase, si souvent mal comprise. « Je crois à la justice, mais je défendrai ma mère avant la justice. » Ce n'était pas un rejet de la justice, c'était un cri du cœur contre une justice abstraite, idéologique, qui vous demande de sacrifier votre propre mère sur l'autel d'un grand principe. Il refusait une logique qui disait « Pour que la justice advienne, il faut accepter que des bombes explosent là où ma mère fait ses courses. » Vous voyez ?
Pour lui, l'engagement sartrien était une abstraction dangereuse qui justifiait l'injustifiable. D'accord, mais en parlant de justifier l'injustifiable, est-ce que Camus, en refusant de choisir, en mettant sur le même plan la violence de l'oppresseur et celle de l'opprimé, ne finit pas par légitimer le statu quo? C'est là que le débat sur la violence devient absolument central. C'est le nœud du problème, en effet. On ne peut pas, intellectuellement, mettre ces deux violences sur un pied d'égalité. La violence du système colonial est une violence première, froide, institutionnalisée, qui durait depuis 130 ans. Les sources de l'époque, les articles comme celui de Claude Bourdet qui parlait de la Gestapo d'Algérie, décrivent l'usage systématique de la torture par l'armée française, la gégène, les exécutions sommaires. C'est une violence d'État, calculée. La violence du FLN, aussi terrible soit-elle, est une réponse, une contre-violence. Attendez, c'est une distinction qui me semble dangereuse. Est-ce qu'un intellectuel peut vraiment commencer à faire une hiérarchie morale entre les victimes? Dire que la mort d'un civil tué par une bombe du FLN est moins grave que la mort d'un suspect algérien sous la torture, le résultat est le même, un innocent est mort. Le FLN n'a pas seulement attaqué des soldats, il a massacré des villages entiers, y compris des Algériens qui refusaient de s'aligner. Justifier ça au nom de la cause, c'est ouvrir la boîte de Pandore. C'est l'argument de tous les totalitarismes. Mais je ne justifie pas le meurtre d'innocents. Je dis que Sartre et ceux qui le suivaient ont eu le courage de regarder la situation dans sa globalité, dialectique. Ils ont compris que pour mettre fin à la grande violence systémique, il fallait parfois tolérer la contre-violence, même dans ses aspects les plus terribles. C'est un humanisme révolutionnaire. Pour que l'humanité existe pour tous, il faut détruire l'ordre qui la nie pour une partie. Camus, en appelant à une trêve, proposait une solution morale dans un monde qui, lui, était amoral. C'était admirable, mais politiquement naïf. Et je vous réponds que la position de Sartre était peut-être politiquement efficace, mais elle était moralement cynique. Le rôle de l'intellectuel n'est-il pas précisément de défendre cette part d'humanité, même quand tout le monde la piétine? De dire non à la torture et non aux bombes dans les lieux publics? Maintenir cette exigence, c'est ça le véritable courage. Céder à la logique du « la fin justifie les moyens », c'est une défaite de la pensée. Ce qui nous amène à la responsabilité de l'intellectuel. Pour moi, rester dans cette position du nini, c'est au fond une démission. C'est se draper dans une pureté morale tout en laissant le système criminel continuer. La responsabilité de l'intellectuel, c'est d'être la conscience critique de sa société. Et quand sa société commet des crimes, il doit prendre parti. Les signataires du manifeste des 121, comme Simone de Beauvoir, ont pris des risques immenses. Ils ont été inculpés, menacés de mort par l'OAS, leur appartement a été plastiqué, ils ont mis leur vie en accord avec leurs idées. Ça, ce n'est pas de la naïveté, c'est de l'intégrité. Je vois les choses différemment. Le véritable courage intellectuel, ce n'est pas de choisir un camp et de s'y tenir, quoi qu'il arrive. C'est de refuser de devenir un agent de propagande, même pour la cause qui vous semble la plus juste. L'engagement total, tel que le concevait Sartre, mène à l'aveuglement. Une fois que vous avez décidé que le FLN est le camp du bien, vous cessez de critiquer ses purges, son autoritarisme, ses massacres. Vous devenez un soldat de la cause, pas un penseur libre. Camus, lui, a été ostracisé par tout le monde, par la droite comme par la gauche, précisément parce qu'il a refusé ce manichéisme. Il a payé le prix de la solitude pour avoir continué à dire la vérité dans toute sa complexité. C'est ça pour moi le véritable courage. Mais cette vérité complexe, n'était-elle pas au final une vérité impuissante? Regardons le verdict de l'histoire. La décolonisation était un mouvement inéluctable. L'indépendance de l'Algérie a eu lieu. La position de Sartre, qui s'inscrivait dans sa critique de la raison dialectique, était prophétique. Il a compris avant beaucoup d'autres le sens de l'histoire. Il a eu le courage de s'aligner sur ce qu'il percevait comme le progrès, même si ça impliquait de se salir les mains. Et c'est là que je dis, méfions-nous du sens de l'histoire. C'est une idole qui a réclamé beaucoup de sacrifices. L'histoire ne s'est pas arrêtée en 1962. Que s'est-il passé après? Le FLN a instauré un régime de parti unique, autoritaire. Les espoirs d'une Algérie démocratique et plurielle ont été écrasés. En apportant un soutien inconditionnel à ce mouvement, sans jamais émettre de critiques, les intellectuels sartriens ne portent-ils pas une part de responsabilité dans les désillusions qui ont suivi? Vous pensez qu'ils auraient dû poser des conditions à leur soutien? Je pense que la prudence de Camus, son inquiétude viscérale face à toutes les formes de tyrannie, y compris celle qui se pare des atours de la libération, s'est avérée, elle aussi, prophétique.
Son héritage moral me semble plus durable car il nous met en garde contre le sacrifice du présent, des vies humaines réelles, au nom d'un futur radieux qui n'arrive pas toujours. Il nous rappelle que la fin, même juste, ne justifie jamais des moyens barbares. La question qu'il pose, c'est « Evisi, quel genre de société construit-on avec de tels moyens ?» Bon, pour résumer ma pensée, je maintiens que face à une injustice aussi absolue que le système colonial, l'engagement sartrien était une nécessité morale. Il a forcé la France à regarder ses crimes en face et à affirmer le rôle de l'intellectuel comme acteur de l'histoire. Il s'est placé sans ambiguïté du côté de ceux qui n'avaient rien. Et pour conclure, je reste convaincu que si la dénonciation du colonialisme était un devoir, l'engagement intellectuel ne peut se faire au prix du reniement des principes éthiques. La position tragique de Camus, qui cherchait la justice pour tous dans une guerre qui exigeait de choisir son camp, reste un avertissement puissant contre les dangers de la certitude idéologique. Cette tension entre l'exigence de justice historique et le respect de la morale universelle, incarnée par Sartre et Camus, n'a rien perdu de sa pertinence. Elle continue de nous interroger sur la place de la pensée face aux crises de notre monde. Et les textes que nous avons effleurés aujourd'hui n'ouvrent la porte que sur la profondeur de ce dilemme.